Et c'est parti les amis pour le 365e épisode du Coup Tordu. Le Coup Tordu, c'est des interviews, c'est des previews, c'est le podcast des passionnés pour les passionnés. On est présent sur Deezer, sur Apple Podcasts, sur Spotify, on est sur YouTube également depuis quelques mois. Alors il n'y a pas d'image sur YouTube, mais vous avez l'audio du podcast sur la chaîne YouTube du Coup Tordu. D'ailleurs, petite astuce, si vous avez envie de faire partie des tout premiers à avoir le podcast, quand je poste les podcasts le soir, quand on enregistre avec la type, quand on enregistre avec Enzo, une fois que j'ai fini le montage, j'envoie le podcast sur les différentes plateformes. Généralement Spotify ça met une dizaine de minutes, Apple Podcast ça peut être un peu plus lent, une vingtaine de minutes, et par contre sur YouTube c'est du quasi instantané, 1 minute 30 après que j'ai posté sur les réseaux sociaux. Vous avez le podcast sur YouTube, donc il y a déjà quelques dizaines d'auditeurs du Coup Tordu qui peuvent profiter du podcast avant les autres. Donc voilà pourquoi il est important de s'abonner à la chaîne YouTube du Coup Tordu. Si vous vous abonnez, mettez les petites cloches, les petits trucs qui vont bien également, comme ça vous serez averti quand il y a un nouvel épisode qui sort. On se retrouve pour la preview de la 5e étape de la Vuelta, un fameux TTT, les contre-la-montre par équipe comme on aime les décortiquer, et le plus passionné des passionnés dans la place, Monsieur Thibaut alias la Tib. Ça va mon Thibaut? Ça va très bien mon cher Vincent, après une journée complète de boulot. Tu es en forme alors, parfait Thibaut. Je suis éclaté. Ouais, moi aussi. Je suis éclaté au possible. Non mais pareil, je suis mort. Je vous le dis, vous tous à l'écoute, là on va pas faire un épisode ultra méga long. Mon embrayage qui m'a lâché, enfin bref, journée de merde. On a regardé un petit peu les étapes en replay. Moi j'ai mis les RP, l'étape était terminée. J'ai vu une alerte que Gaudu avait le maillot rouge. Je me suis dit bon allez, au moins il nous a sauvé la journée. Mais parce qu'il était forcément devant Vingegaard, et donc du coup ça faisait passer le match-up qu'on vous avait donné hier. Mais sinon je me suis mis des petits résumés, des petits trucs, et apparemment c'était pas non plus l'étape de l'année. Alors moi Thibaut, justement je voulais revenir sur cette étape, et je vais te poser une question claire, nette et directe. Est-ce qu'un certain Giulio Ciccone nous prendrait pas par hasard pour des cons? Va savoir. Bon, après on sait que dans la communication de Ciccone il ment très rarement, donc là, oui, il a sans doute envie de ce maillot de meilleur grimpeur, mais il lâchera pas du temps comme ça. Il lâchera pas du temps comme ça, et son équipe le disait déjà. Son directeur sportif le disait en off. Va falloir un petit concours de circonstances pour qu'il lâche du temps, et puis après pour qu'il se dise allez vas-y, tant pis, advienne que pourra. Non, il vise le podium. Il joue le classement général. Je vais t'expliquer pourquoi. T'as quand même un spot idéal pour Mats Pedersen pour foutre Philipsen dehors. Voilà, et pour aller chercher une étape qui n'a pas encore été cherchée. Il y a un spot idéal sur cette étape. Qu'est-ce qu'ils font? Ils forcent pas. Voilà, ils forcent pas, ils laissent faire, ils laissent tout. L'étape est très longue. L'étape est très longue après. Face. Ouais, je sais. Il se réserve pour le chrono de demain. Et où est-ce que tu as le plus de chances de gagner? Est-ce que tu avais plus de chances de gagner aujourd'hui en forçant l'étape pour Pedersen, ou est-ce que tu as plus de chances de gagner le contre-la-montre par équipe demain? Aucune. Aujourd'hui, c'était Pedersen. S'il force l'étape. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu as un vent de face toute la journée. C'est compliqué. C'est une erreur, évidemment, parce que à partir du moment où tu laisses Philipsen, Vernon et compagnie dans le jeu, tu te dis que c'est mort pour Pedersen, très clairement. Pour moi, si Mats Pedersen voulait gagner, fallait qu'il les fasse sauter. Le problème, en fait, c'est que tu as une journée qui est vent de face et t'as 200 km. Est-ce que en fait t'avais envie de... Ouais, mais est-ce que t'avais envie d'y aller comme ça? Non. Ils avaient pas envie de se tuer pour le contre-la-montre par équipe. Et pourquoi ils avaient pas envie de se tuer pour le contre-la-montre par équipe? Tout simplement parce qu'ils jouent le classement général pour Ciccone, point. Mais pas que le contre-la-montre par équipe, mais tu te rends compte quand même, ça 200 km à faire, majoritairement vent de face, c'est peut-être là où on avait, et puis même sans vent de face, 200 km à contrôler quasiment tout seul potentiellement. Ils avaient pas envie de se mettre dans cette galère, parce que en fait tu te retrouves avec personne en fait dans ton final. Donc non, je suis pas sûr que Movistar aurait mis la main à la pâte. Olar aurait été là, Movistar aurait mis la main à la pâte, ils auraient pas été tout seuls. Bon, je suis pas sûr. Ils l'auraient mis, mais à la fin quoi. Mais après, une fois que je pense que le break était, il y avait juste Philipsen à faire tomber. Une fois que Philipsen c'était à 5 minutes, il y avait même pas besoin de mener une chasse, ou au moins tu. Il avait même pas besoin. Il avait même pas besoin d'être à 5 minutes, 2 minutes, et puis c'était terminé bonsoir. Mais le truc, c'est qu'il faut pas se reposer après sur ses lauriers, donc c'est compliqué. C'était une équation assez compliquée. C'était peut-être un peu trop beau de les voir essayer de contrôler cette étape. Moi, en vrai, je comprends qu'ils
qu'ils y aillent pas, mais à partir du moment où ils y vont pas, et que tu mets Philipsen dans le jeu, c'est mort. Moi, je vais te dire un dernier argument pourquoi Ciccone joue le classement général. Vingegaard, la petite bonif là qu'il a faite avant-hier là, et qu'il a pas voulu laisser à Ciccone. L'histoire, c'est quoi ? C'est pas de perdre le maillot rouge. Hein. Vingegaard, première semaine, il s'en fout quoi. C'est juste qu'il se méfie. Hein. Un mec comme Stéphane Rossetto, qui lui l'annonçait comme outsider de Vingegaard. J'aime bien Rossetto. J'étais pas le coureur, c'est pas le mec qui m'a fait le plus rêver, même si j'aimais bien évidemment. Mais quand on écoute bien ce qu'il dit, j'aimerais bien qu'il commande des courses lui, parce que quand on l'écoute, il met le doigt sur des trucs, il perçoit des choses que les autres ne perçoivent pas. Et très souvent, c'est juste. Il n'a pas très souvent la parole, mais franchement, je trouve que, tu vois, par exemple, si un jour on réussissait à faire comme Zach Nani, à acheter des droits télé de course pour les diffuser sur une plateforme média du coup tordu, et ben le mec que je prendrais comme consultant, moi je te proposerais à toi et à Enzo, je proposerais Stéphane Rossetto. Vraiment qu'il est pas mal. Ah ouais, non, je suis assez fan de ce qu'il raconte. Thibaut, on va basculer sur la preview de cette sixième, putain, je suis éclaté. On doit être sur la cinquième étape de la Vuelta. Exactement. Ouais, 5e étape de la Vuelta. Donc la Vuelta qui file en Espagne, donc gros transfert pour les coureurs. Étape qui va démarrer un petit peu tard. Elle va démarrer aux alentours de 16h30. Et donc le fameux ITT, le fameux contre-la-montre par équipe. Thibaut, je te laisse la main pour le parcours. C'est un parcours assez court pour un contre-la-montre par équipe. Assez court. C'est dans les standards, on va dire, de l'époque. C'est plus dans les standards d'antan où tu avais ces longs contre-la-montre par équipe de plus de 60 bornes. Mais là, on est sur un 24 km plat comme la main, 89 mètres de déclivité. C'est rien du tout. Il n'y a pas une bosse. Et il y a très peu de technique. Donc, ça va filer tout droit. Et ça va être une affaire d'homogénéité et de gros rouleurs dans les collectifs. Alors hyper important, hein, surtout sur un chrono, enfin souvent sur un chrono, mais tout autant sur un chrono par équipe, le vent, la météo. On aura un temps qui sera clément parce que pas de pluie, donc tout le monde va échapper échapper à une route détrempée et surtout tout le monde aura des conditions sèches et en fait tout le monde aura les mêmes conditions climatiques, c'est-à-dire que le vent ne va ni changer de direction ni changer de puissance, à peine de puissance, tu vois, même moins d'1 km/h. Donc il y a aucun avantage à partir que ce soit parmi les premiers ou parmi les derniers. C'est un contre-la-montre dans les mêmes conditions pour tout le monde, donc tout le monde sera logé à la même enseigne. Parfait Thibaut. Écoute, comme il n'y a pas vraiment de scénario écrit établi sur un contre-la-montre, on va pas vraiment parler de tactique, de stratégie. Non, simplement avant de passer au pronostic de cette ITT, quels sont les collectifs, où est-ce que tu as mis ton curseur, quelles équipes, qu'est-ce que tu attends sur cette ITT? J'attends que les Emiratis déjà se fassent battre par la Visma Leasebike. J'ai envie de te dire, les Emiratis c'est toujours un très beau collectif sur les contre-la-montre par équipe, mais c'est toujours très surcoté, on va dire. Ils ont de la chance en fait que la majorité des collectifs soient relativement assez faibles parce alors, que moi Thibaut, hyper important, je t'ai pas posé une question au niveau du règlement. Est-ce qu'on est sur un truc basique, à savoir le troisième qui passe la ligne, qui prend en compte le temps de l'équipe, ou est-ce qu'on est sur la formule Paris-Nice et qui sera la formule du Tour de France 2026 avec le premier de l'équipe qui passe la ligne, qui prend le temps de l'équipe? Est-ce que j'irai te chercher le point de règlement sur ça pour te le dire précisément? Si tu me laisses aller ouvrir le contre-la-montre. Personne n'en parle, à mon avis, c'est traditionnel. Parce que ça change pas mal quand même de choses, cette histoire. Oui, non, mais c'est traditionnel, mais si je peux te lire exactement le passage, ce serait pas plus mal. Mais il faudrait que j'aille ouvrir le règlement, donc déjà faut que je cherche dans mes fichiers, puis ensuite faut que je te tape ça. Mais oui, non, c'est ni pris sur le premier, c'est pris de manière très traditionnelle, si tu veux ça. D'accord. Donc, faut rester un petit peu plus homogène, hein, ce qui change un petit peu de ce qu'on a vu sur le dernier Paris-Nice. On va dire que, à part Paris-Nice, le dernier contre-la-montre qu'on a vu de cette manière, c'était le contre-la-montre du Tour de la Communauté de Valence,
qui avait été remporté par la... Donc je te laisse reprendre Thibaut, hein, tu avais dit que toi, voilà, tu trouves que les UAE sont souvent très surcotés sur ce genre d'effort et que tu attends qu'ils se fassent taper. Oui, exactement. Le problème, c'est que les Émiratis, tu fais leur historique sur les contre-la-montre par équipe, ils en ont remporté qu'un. C'est l'année dernière sur Paris-Nice. Mais si tu te souviens, c'était un contre-la-montre assez particulier avec une petite bosse et surtout il s'est mis à pleuvoir. Donc les conditions climatiques ont été changeantes et ils ont été avantagés par les conditions climatiques. Sinon, ils se faisaient très sans doute encore une fois taper dessus. Donc là, avec des conditions qui changent pas, un collectif Visma Lease qui est bien huilé, un peu comme les Ineos Grenadiers, honnêtement, je pense que les Émiratis sont forts, mais ne gagneront pas, ça c'est sûr et certain. C'est vrai que... Enfin, de mon côté. Ouais. Sûr et certain, rien n'est sûr et certain, mais bien sûr. Honnêtement, je pense que je pourrais presque mettre ma main à couper qu'ils ne gagnent pas. Bon, attention, peut-être pas ta main, peut-être un petit ongle, mais garde ta main quand même, Thibaut. Non, c'est vrai qu'il y a un sacré collectif, mais le truc, c'est que ça demande aussi souvent... c'est un peu comme dans le foot, hein, voilà, un supplément d'âme. Alors après, il y a aussi de la technicité pour passer entre les coureurs. Est-ce que Jevine est le mec le plus adroit pour être organisé dans un contre-la-montre par équipe? Après, Oliveira, c'est quand même pas mal, c'est un pistard. C'est bien d'avoir des pistards sur les contre-la-montre par équipe. Michael Bjerg, bon, oui, propre. Ayuso, il arrive à faire sortir des gros chronos. Il a de la giclette pour relancer, ce qui est pas forcément le cas de Joao Almeida, qui lui est plutôt un diesel. Donc on se retrouve avec un collectif correct, mais on se dit sur le papier qu'il y a mieux à faire. Pour ce qui est de la Visma, Thibaut, le fait d'avoir perdu Axel Zingle, est-ce que tu penses pas, alors je vais le dire tout de suite, jouer avec excès comporte des risques, le message de prévention traditionnel dans le lien de l'épisode, vous avez le numéro de Joueur Info Service, on fait des previews, on donne des pronos, moi je donne aussi des bêtes, mais je n'encourage absolument personne à jouer, vous pouvez être là pour entendre parler vélo, c'est le coup tordu, avant tout un podcast de cyclisme avant d'être un podcast de betting, et si jamais vous mettez de l'argent, faites-le avec la plus extrême prudence, et on ne change pas sa vie avec les paris sportifs, sauf à partir dans un autre pays, et enfin là c'est un autre game. En tout cas en France ça n'existe pas, en plus avec les lois qui arrivent ça va être encore pire, donc c'est pas le sujet. Est-ce que tu penses, Thibaut, que le fait que la Visma se retrouve avec à 7, est-ce que ça peut pas être quand même un gros handicap? La Visma est favori des boucs. Je te renvoie sur le contre-la-montre, justement, on parlait de Paris-Nice. Regarde la deuxième et la troisième équipe, la Djeko surtout, a été privée de Luxembourg et pourtant ça les a pas empêchés d'être là et d'aller entrevoir la victoire. Donc je pense pas honnêtement que Axel Zingle, en vrai, ça aurait peut-être pu être un plus gros handicap si c'était Victor Campenaerts qui était sorti de jeu. Mais là, non, je pense que c'est du tout vu. Honnêtement, je pense pas que ça les handicape plus que ça. C'est une question d'homogénéité, c'est une question de temps de relais. Je crois qu'il y avait un contre-la-montre qui était quasi parfait, je me souviens, et il y avait une belle analyse à l'époque. Ça devait être en 2018 sur le Tour de France avec les Sky. Je sais pas si tu te souviens. Et il y avait ce commentaire à la télé et ça m'est resté. Je sais plus qui était sur la moto et en fait il s'amusait à regarder les relais des Sky et c'était tellement bien calibré en fait, et c'est pour ça peut-être que les Émiratis sont moins forts parce que les Visma ont tendance à avoir des plans de watts en fonction du profil d'un chrono et même un chrono par équipe, tu vois, des plans de watts en fonction des coureurs. Je suis pas sûr que les Émiratis soient aussi pointilleux. Et pour en revenir à la Sky, c'était tellement bien huilé. Je vais faire fonctionner mes souvenirs, mais honnêtement, je crois que c'était il avait compté, ça devait être entre 20 et 25 coups de pédale pour chaque coureur, tu vois. C'est pas plus, pas moins. C'était millimétré au coup de pédale près. Est-ce qu'avec les IA, il n'y a pas moyen aujourd'hui véritablement de creuser et d'optimiser encore plus? Franchement, en rentrant les données des coureurs, les mecs peuvent arriver avec des plans très 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 précis en tête. C'est possible. Maintenant... Oui, possible. Après, honnêtement, je sais pas à quel point les IA peuvent être performantes sur ça, tu vois.
il y a quand même pas mal de perfection à faire dans le domaine. Donc, oui, il se trouvera qu'un jour, je pense que avec la multitude de données et le traitement très rapide qu'un ordinateur peut faire, une IA saura sûrement te calquer un plan parfait en fonction du profil des coureurs et de sa tolérance à un seuil. Ok, Thibaut, est-ce qu'il y a d'autres collectifs qui te plaisent dans cette histoire ? Il y a quelques collectifs qui peuvent être intéressants. Après, il faut réfléchir à le collectif qui peut gagner. Honnêtement, pour moi, il y en a deux qui ressortent vraiment du lot. C'est les Visma Lease the Bike et les Ineos Grenadiers. Quand tu vois le collectif qu'ils ont, c'est des bêtes à rouler. C'est surtout une équipe qui a ça dans le sang. Et après, moi j'aime bien aussi parce que t'as quand même. Il y a les Lidl. Les Lidl quand même. Il y a les Lidl aussi. Ça reste bon, mais c'est un peu en dessous. Je pense qu'avec les Lidl, avec le train assez traditionnel de Pedersen, ça envoie peut-être un peu plus du bois. Oui, entièrement d'accord. Et il y a deux équipes aussi, alors qu'on a une vraie tradition du contre-la-montre par équipe, qui nous ont déjà fait passer des bêtes par le passé. Je parle de la Jayco et les IF aussi, qui ont une grosse culture du contre-la-montre. Simplement sur le papier. Après, c'est pas la. Ouais, c'est pas l'équipe. C'est pas la grosse Jayco. Voilà, c'est pas. Il y a que 3 Australiens, dont Ben O'Connor. Ouais, t'as Gamper qui roule bien, t'as Harper qui roule bien, mais ça aurait peut-être mieux un chrono par équipe avec un peu plus de ballon avec Harper. T'as en fait, si tu dois pointer des mecs, honnêtement, la vraie base de ce collectif, c'est Ben O'Connor qui roule toujours très bien, Yul Janssen, O'Brien et Gamper. Bon. Le reste, c'est un poil en dessous. Ouais, puis ça manque, je le dis souvent quand on fait des contre-la-montre par équipe, mais il faut aussi des sprinters. Et ça, c'est Rossetto qui l'avait dit. C'est un petit peu comme une vitesse. Voilà. Quand vous passez la reprise, un sprinter, en fait, s'il a un relais s'il doit passer, j'en sais rien, moi, à 55 km/h, quand il passe son relais, il va arriver à 55 km/h plus rapidement qu'un autre coureur. Donc aussi parfois le côté un peu diesel qui a été le défaut de Filippo Ganna pendant un moment dans sa carrière. J'avais vu une interview de son entraîneur il y a 4-5 ans. Il expliquait qu'il réussissait pas à partir en échappée parce qu'il avait justement il manquait cette giclette qui lui permettait d'attaquer. Donc pour ça qu'il attaquait très souvent en début d'étape, parce que à la fin il avait du mal, parce s'il lâchait des mecs, c'était au train et c'était rarement sur des attaques placées. Donc il a travaillé ça quand même. Je peux soulever un point sur une équipe. Soulève tout ce que tu veux, Thibaut. C'est l'équipe du leader du classement général, à savoir David Gaudu. Et je pense que la perte de Guillaume Martin est peut-être la meilleure chose qui puisse leur arriver pour ce contre-la-montre par équipe. C'est dur, mais ouais, c'est vrai que l'association Cavagna Stephen Kung, c'est pas mal. Bras Alfonso, on parle pas beaucoup de lui, formé à Nantes, présent sur Side Limit. Il y a une bonne petite giclette. Rudy Mollard aussi. Oui. Et puis Gaudu aussi. Lui aussi. En ce moment il vole. Donc ouais, peut-être. Non, mais t'es pas d'accord sur le fait que potentiellement c'était le poids mort de cette équipe et qu'ils en sont libérés. Et encore, quand je dis poids mort, en fait, merde. Bon, ça va faire rire Kezou parce que je l'ai balancé tout à l'heure pour un autre coureur sur Discord, mais un poids ça se porte. Guillaume Martin, c'était pas un poids, c'était un boulet parce que tu le traînes. Donc je pense que c'est un mal pour un bien. Certes, ils vont avoir un courant en moins, mais c'est potentiellement le meilleur coureur qu'il fallait ne plus avoir dans ce collectif pour aller chercher un résultat. Je pense que le TGV il va être chaud. Il a pas, pour l'instant, il fait pas une grosse saison là, notre ami Rémi Cavagna. Et je pense que ça doit être le genre de défi qui doit vraiment le chauffer, quoi. Je suis assez d'accord avec ça, Thibaut. Bon, on va basculer sur. Alors ouais, un petit mot. Ouais, la IF, pareil. La IF, je sais que c'est une équipe qui travaille énormément le contre-la-montre par équipe. Après,
Après, c'est une équipe de cave, quoi. Avec tout le respect que j'ai pour eux. c'est pas... Ouais. C'est pas sexy du tout. Pour un contre-la-montre par équipe, non, c'est pas... Bah justement, est-ce que c'est pas ça le truc, tu vois? Est-ce Ça que c'est pue pas... du cul. Est-ce que c'est pas ça qui viendrait un peu créer la sensation? Bon, après, ouais, top 3 quand même. Ça manque un peu de machine à rouler, ouais. C'est sûr, il y en a pas une seule. Non, c'est trop, non. C'est affreux. Thibaut, on va passer au pronostic. Alors, quel est ton prono pour cette 5e étape de la Vuelta? Les Visma Lease Bike foudroie ce contre-la-montre par équipe. D'accord. Donc pour ceux qui veulent des cotes, donc la Visma, je vais aller sur le Bookref directement, ils sont favoris, je crois que c'est la cote un petit peu plus de 2, on doit être sur du 2,34, 2,35. Stage 5, Visma Lease Bike, 2,62, voilà, 2,62 sur le Bookref. Moi je vais aller sur, pour moi la value elle est sur les Ineos. Parce qu'ils sont un de plus, parce que justement Ben Turner ça peut amener de la giclette, toujours avoir un petit sprinter pour relancer le bordel. Je trouve que l'équipe elle est assez... Il n'y a pas tant de relance que ça, hein, après. Ouais, justement les grands bouts droits avec Pipo Ganna c'est quand même... tu vois, ils ont Kempi à la Visma, mais c'est Pipo, c'est quand même censé être un peu supérieur. Moi je trouve que là il y a une vraie value. Les Ineos vraiment, si je pars gentiment, il y a un book en FR, le book Tagada qui les cote à 4,70. Je trouve que la value elle est énormissime. D'ailleurs sur le Bookref c'est déjà descendu à 3,50, ce qui est une value un peu plus correcte. Vraiment au minimum du minimum, les Ineos je leur donne 30% de chance de gagner. Donc sur une cote à 4,70, vous avez déjà une belle value. Voilà, moi sur mes calculs à moi et sur mes probabilités d'occurrence, ça fait un petit bet à 0,1% de bankroll. Vraiment en la jouant léger. Hein. Et je me suis demandé, alors effectivement, il y a les Visma qui sont particulièrement chauds patates. C'est pas pour ça que je monte plus haut la mise, mais 0,15 ou 0,20, ça aurait pas été scandaleux non plus. Donc je pense que ça sera mon seul pick. Alors j'ai pas été voir les match-up, mais ça sera mon seul pick pour cette étape. On sait que les Ineos Grenadiers à 4,70. Il y a peut-être des trucs à faire. Est-ce que tu as un papier? J'ai un papier, j'ai un crayon, j'ai tout. Eh ben ok. On va essayer de faire le top 10. Ok. Donc on est d'accord. Dans le top 5, on va mettre Visma, ouais. Ineos, UAE. Oui, quand même. Djeko, Lidl. Bah moi Lidl, j'aime bien la Bora moi aussi. J'aime bien, on en a pas parlé, j'aime bien la Bora. Ouais. J'aime bien la Bora parce que sur le chrono de Paris-Nice où ils font top 3, tu retrouves déjà 3 coureurs qui sont dans l'histoire. À savoir Sobrero, Tim Van Dijk et Ben Juhoff, qui étaient présents sur Paris-Nice. Tu rajoutes Giulio, qui a fait d'énormes progrès en contre-la-montre. Finn Fisher-Black, ça a de la giclette. Nico Dens. Bon, après, Aleotti et Hindley, c'est peut-être pas les plus grosses machines, mais tu vois, Red Bull, je les mets plutôt... tu vois, si j'avais un top 3 surprise, j'irais sur eux, quoi. Après, je vais pas y aller, mais c'est pas les plus ridicules, je trouve. Mais bref, là, du coup, avec la Bora, on en est à 6. Groupama, on les met dans le lot. Je pense que Groupama peut aller chercher un fond de top 10, ouais. 7, donc il va falloir le 8 et 9. Il va falloir le 8 et 9. Moi, je pense que Israël, ils s'en battent les couilles. Oui. Ok. Bah, Astana, tu l'as dit Astana ou pas? Astana? Non, je l'ai pas dit. Ouais, ils sont top 10. Ils en avaient gagné un il y a quelques années. Alors, pourtant, sur le papier, ils ont pas du tout l'équipe pour perfer sur un contre-la-montre par équipe, mais c'est forcément qu'ils le bossent. Je suis pas fan. Je suis pas fan. Il y a des points UCI à prendre ou pas sur le chrono? T'as cité IF ou pas? Oui, on l'a cité. IF, on l'a cité. Après, une équipe pour moi qui pourrait me plaire sur ce type d'effort, c'est Alpecin. Hein, avec des petites relances, équipe de sprinters. Après, le truc, c'est que... ils vont le faire. Non, mais ce type de chrono, honnêtement, à chaque fois, c'est ils ont un truc séduisant et puis c'est patinette de ouf. Movistar, on l'a cité ou pas? On l'a pas cité, mais je pense qu'ils vont être top 10. Ok, donc ça fait une de plus. Il manque la 8 et la 9. Bahreïn, je sais pas si c'est séduisant, c'est un fond de top 10 ça. Bahreïn. Ouais, par contre pour le GC de Tiberi, ils vont le faire à fond. Q36.5. Alors j'y ai pensé, mais je pense l'équipe elle est en construction, je pense que c'est pas quelque chose qu'ils ont eu le temps de vraiment bosser. Ok. Je les attends plus. Non. Je pense aussi, hein, je te rassure. Hein, je pose la question. Il faut essayer de trouver ces deux équipes en plus.
rigole. Je blague. Non, ça va. C'est une mauvaise blague. Non, c'est pas marrant. Non, parce que je dis ça, c'est pas marrant dans le sens où je pense que Cofidis c'est absolument pas là pour essayer de. Enfin, on voit une équipe qui est intéressante d'ailleurs. Hein. Bourman, visiblement, il avait trop maigri avant le Tour de France. Il a pas réussi à retrouver sa puissance, donc il attend mieux sur la Vuelta. Et Simon Kerr. J'espère qu'on va retrouver du bon Simon Kerr. Et puis Agniolkowski, j'aimerais bien le voir parfait à un moment donné en grand tour. Je trouvais que le choix de mon Cédric était juste. Souvent Cédric c'est du bon scouting, mais derrière ça embraye pas, ça développe pas les coureurs. Mais je retire rien au scouting de mon Cédric. Donc là on est à combien d'équipes ? Si tu mets la Cofidis, on est à 9, hein, je crois. Non, je mets pas la Cofidis. Les décathlons. Inter. Les décathlons, ça fait me dire qu'ils s'en foutent parce que Armirail a quand même essayé de sortir. Ah non, Décathlon, ça va le faire, ça va quand même y aller. Ils ont fait l'X-Vial. Alors après, la Lotto, il y a Alex Segart. La Lotto, bah écoute, il y a un petit train. C'est pas vilain la Lotto. Hein. Le problème c'est Elia. C'est fond de top 10 ou début de top 12 quoi. Ouais. Mais je pense qu'ils seront pas ridicules. Bref, mais non, mais tout ça pour en revenir, c'est une invitation pour que tous les auditeurs le fassent aussi eux-mêmes, se prennent au jeu. T'es quand même d'accord pour dire que la pique-nique devrait être dans ce top 10? Je pense que la pique-nique devrait être dans ce top 10. Oui. Ouais. La cote sur le bookref du top 10 est à 2,75. D'accord. C'est peut-être plus séduisant, par exemple, qu'une Bahreïn à 2,25. Complètement. Cofidis, tu veux toujours déconner dessus ou pas? Non. Le top 10 est à 15. Ouais, non. Ouais, tu le comprends, tu l'entends. Ouais. Mais c'est peut-être plus sexy qu'un IF à 2,62. Tu vois, IF top 10 à 2,62. Je pense que je suis plus séduit par un pique-nique. Honnêtement, je pense que j'ai plus d'appétence de ce côté-là. On va faire un petit tour du côté des match-up. Et écoute, moi sur les match-up, le seul qui me fait un petit peu de l'œil, mais tu vas pas être très d'accord, c'est la Red Bull Bora devant la Groupama. Les deux sont cotés à égalité. La Red Bull est à 8, la Groupama à 7. Sachant que la Groupama, au niveau des relais, ça va essentiellement se reposer sur deux mecs. Je pense que la Red Bull a un collectif plus homogène. Après, ils ont vraiment insisté sur l'exercice. Mais bon, c'est quand la dernière fois qu'ils... Ah ouais, mais oui. Ah non, mais après, je dis ça, mais... ils l'ont bossé, hein, vraiment. S'ils l'ont bossé, je retire. Mais ils l'ont bossé. Ah non, alors j'y vais. Mais non, mais on va remettre en perspective. Ils avaient dit la même chose l'année dernière. Ils se sont mangés, mais une torgnole derrière la tête qui était monumentale. Les Groupama ? On avait qui ? Ah ouais, c'était le... Ouais, après c'était... Attends, non, mais sur la Vuelta ? Non, pas sur la Vuelta. C'était où ? Paris-Nice ? C'était à Paris-Nice. Ah oui. Celui de cette année ? Oh oui. C'était des déclarations. Ça s'est mangé, mais une fessée. Affolant. Et c'était quoi la compo ? Paris-Nice, ouais, je suis en train de la ressortir. Il y avait Martin Cavagna, Genietz, Gruel, Johan Jacob, Stephen Coombs et Enzo Paleni. C'est vrai que l'équipe était quand même pas si éloignée de ce qu'on a là. Et limite meilleure, hein, parce que Johan Jacob, c'est quand même un bon rouleur, Kevin Genietz aussi. Ils avaient une meilleure équipe que ce qu'ils vont nous sortir ce mercredi. Hein. Ouais, donc moyennement fanat, tu vois, dans l'absolu. Ah non, mais moi je parlais de mettre la Red Bull Bora devant la Groupama. Ah oui, j'entends. Après ils l'ont taffé, donc ils en ont un bel objectif. Si c'est bien huilé, bien entretenu, ça reste un match-up qui est relativement assez close, on va dire. Après, je pense que les Bora, ils l'ont aussi bossé. Pachivila à la Movistar, j'ai pas vu ce qu'il a fait à la Bora, mais c'est un exercice, il les faisait énormément travailler à la Movistar. Il a ses IA, il a ses trucs. Moi, il me semble quand même un peu mieux équipé pour le réussir, quoi. En plus, à 8 contre 7. Après, moi, quand je regarde tous les match-up, il n'y a rien qui me saute aux yeux dans l'absolu. Je crois qu'on va terminer ce podcast là-dessus. Donc, Thibaut, rappel de ton prono. On va garder un œil attentif sur la sortie en France de potentiel top 10 et j'irai bien du côté de la pique-nique. Et sinon, je pense que je vais garder quand même à l'esprit Djeko podium et Visma vainqueur. D'accord.
Ok, bah moi ça sera la victoire des Ineos Grenadiers à 4,70 et 0,1 de BK. Je vais mûrir mon avis. Hein. Va falloir que je fasse un choix. Je pense que je vais pas non plus multiplier tu vois, c'est des cotes entre 2 et 3 là, donc il y a potentiellement du choix à faire là-dedans. Quoique Djeko c'est plus à 5,5, 5. Donc mais les deux autres, c'est entre 2 et 3, donc va falloir mûrir la vie, mais je pense que je vais observer, je vais faire un choix entre les trois. Ok, ça marche. Et ben merci beaucoup pour ce coup tordu, Thibaut. Merci à vous tous qui étiez à l'écoute. On rappelle que vous retrouvez les previews d'Enzo sur son site The Big Gear. N'hésitez pas à aller faire un tour. Enzo alias Analyste Phoenix sur Twitter. Les previews de Thibaut sur Vélo Futé, bien évidemment, et Thibaut Champ sur Twitter. Le coup tordu, je vous en ai parlé en début de podcast. Sur YouTube, les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram, puis X également, Twitter, ça continue de monter, de progresser. Et on se retrouvera probablement demain pour un nouveau numéro. Merci Thibaut, merci à tous. Merci à toi et merci à tous. Allez, ciao.